construire en France, c'est souvent décrit comme un vrai parcours du combattant. Ah oui. Entre les règles qui changent tout le temps, les recours qui peuvent geler un projet pendant des années, Mhm. et puis une complexité administrative qui décourage un peu tout le monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors quand une nouvelle loi arrive avec le mot simplification dans son titre, forcément ça attire l'attention. Oui, bien sûr. On se penche aujourd'hui sur la loi numéro 2025-129, publiée il y a tout juste une semaine. Et la question elle est simple, est-ce que c'est une vraie révolution ou juste un coup de pinceau? C'est exactement la bonne question. Et avant même de plonger dans le détail, il faut préciser une chose importante. Oui. Le Conseil constitutionnel est passé par là. Dans sa décision du 20 novembre, il a censuré plusieurs articles. D'accord, donc tout n'est pas entré en vigueur. Non, notre analyse va donc se concentrer sur ce qui a survécu, sur les mesures qui vont vraiment changer la donne sur le terrain. Et pour ça, on s'appuie sur une note de synthèse très claire du Conseil supérieur du notariat. On va décortiquer le texte pour voir si la promesse, elle est tenue. Parfait. Notre mission du jour, donc comprendre comment cette loi redessine un peu les règles du jeu pour construire, pour rénover, pour aménager. Exactement. On va explorer ensemble les changements majeurs, des parkings qui se verdissent, à la guerre déclarée contre les recours abusifs, en passant par de nouvelles souplesses pour transformer nos villes. C'est parti. Allons-y. Commençons par une image que tout le monde connaît. Ces immenses parkings de supermarchés ou de zones commerciales. La loi s'y intéresse de près avec un article qui assouplit les obligations de ce qu'on appelle la solarisation. Oui, jusqu'à présent, la loi imposait d'installer des ombrières photovoltaïques. C'était assez rigible. D'accord. Mais face aux difficultés d'approvisionnement en matériel et aussi au coût, beaucoup de projets étaient bloqués. Ah oui. L'article 8 vient apporter une dose de pragmatisme. Il élargit les options. D'autres procédés de production d'énergie renouvelable sont désormais acceptés. Et même, j'ai lu qu'on pouvait planter des arbres. C'est ça. On peut même satisfaire à l'obligation en plantant des arbres, à une condition. Laquelle? C'est qu'ils soient déjà assez grands pour créer de l'ombre, qu'ils constituent un couvert arboré. Donc, si je comprends bien, on passe d'une obligation de moyens, il faut mettre des panneaux solaires, à une obligation de résultat, produire de l'énergie verte ou de l'ombre, peu importe la technologie. C'est exactement l'esprit. C'est une réponse directe aux réalités du terrain. D'accord. La loi repousse aussi les échéances à début 2028 ou 2030 selon la taille des parkings. Et surtout, elle contient une disposition capitale. Ah oui? Aucune règle du plan local d'urbanisme, le fameux PLU, ne pourra s'opposer à l'installation de ces dispositifs. C'est une manière de court-circuiter d'éventuels blocages locaux et de sécuriser les investissements. On adapte donc le bâti à l'urgence climatique. Mais l'autre grande urgence est bien sûr la crise du logement. Est-ce que la loi s'attaque aussi à ce front social? Absolument, et de plusieurs manières. D'abord, l'article 9 s'intéresse à un cas précis, les résidences hôtelières à vocation sociale. D'accord. La loi facilite leur reconversion en logements plus classiques, que ce soit pour des étudiants ou des familles, via un protocole signé entre l'État, l'exploitant et la collectivité. L'idée, c'est toujours la même, créer du logement en transformant ce qui existe déjà. C'est ça, on évite l'artificialisation des sols. Mais j'ai lu que dans ce même article se cachait une petite bombe, quelque chose de potentiellement bien plus impactant pour le secteur de la rénovation en général. Vous avez raison, c'est le point le plus important de cet article et peut-être de la première partie de la loi. Il s'attaque à un cauchemar juridique bien connu des professionnels. Racontez-nous. Imaginez un immeuble construit dans les années 60, parfaitement légal à l'époque. Mhm. 50 ans plus tard, le PLU a changé, les règles de distance avec les voisins ne sont plus les mêmes, les normes de hauteur ont évolué, bref, l'immeuble n'est plus conforme. D'accord, je vois. Jusqu'à présent, à cause d'une jurisprudence très sévère du Conseil d'État, l'arrêt s'éclaire, la moindre rénovation lourde ou la moindre surélévation était quasiment impossible. Donc c'est potentiellement la fin d'un véritable casse-tête administratif qui a dû donner des sueurs froides à des milliers de propriétaires et d'architectes. C'est tout à fait l'objectif. La loi introduit une dérogation d'ordre public. C'est-à-dire, Pour ces bâtiments anciens mais qui ont été légalement construits, on pourra déroger aux règles actuelles du PLU pour les réhabiliter ou les surélever. C'est une clé qui devrait déverrouiller un nombre considérable de projets de rénovation en cœur de ville. c'est là où le foncier est rare et où le bâti a justement besoin d'une seconde vie. Exactement. On débloque donc la rénovation des vieux immeubles. Mais qu'en est-il de ces vastes zones qui composent une bonne partie de nos paysages périurbains et qui semblent parfois un peu figés dans le temps, les lotissements? C'est l'autre grand volet de la transformation du tissu urbain. L'article 17 s'attaque au règlement des lotissements,
qui sont souvent très anciens et beaucoup plus restrictifs que le PLU. Oui. Ils peuvent interdire de diviser un terrain, imposer un certain type de clôture, ce qui bloque toute évolution. La loi change la règle du jeu pour modifier ces règlements. Et comment? Le changement majeur, c'est la majorité requise. Avant, il fallait souvent une majorité qualifiée, des 2/3 ou des 3/4 des propriétaires, ce qui était presque impossible à obtenir. Un ou deux opposants suffisaient à tout paralyser, j'imagine. C'est ça. Désormais, il suffira de la moitié des propriétaires détenant ensemble la moitié de la superficie du lotissement. Attendez, une majorité simple? Ça paraît énorme comme changement. Mais est-ce qu'on ne risque pas de créer des conflits de voisinage terribles? C'est une critique tout à fait légitime. On imagine facilement le propriétaire historique qui veut préserver le calme de son quartier et qui se retrouve mis en minorité par de nouveaux venus qui veulent densifier. C'est un arbitrage politique qui est fait ici. En abaissant la majorité, on ne change pas seulement un chiffre, on change la philosophie de ces quartiers. On passe d'un modèle de préservation à un modèle de ville vivante qui doit pouvoir évoluer. Donc le droit à la tranquillité de quelques-uns face aux besoins de logement pour le plus grand nombre. C'est l'idée. La loi fait clairement le pari de l'évolution. D'accord, c'est un vrai changement de paradigme. Et quid de ces cas un peu particuliers? Les lotissements jardins, avec des règles de protection encore plus strictes? C'est une excellente question, et c'était justement un point de flou juridique. D'accord. La loi vient le clarifier noir sur blanc avec l'article 18. Ces nouvelles règles de modification plus souples s'appliquent aussi au lotissement jardin. C'est la fin d'une incertitude. La loi pense aussi aux projets plus ambitieux qui ne tiennent pas sur un seul terrain. L'article 22 généralise quelque chose au nom un peu barbare, les permis d'aménager multisites. Le nom est technique, c'est vrai, mais l'idée est assez simple. Jusqu'à maintenant, c'était très compliqué d'obtenir un permis unique pour un projet qui se déploie sur plusieurs terrains qui ne se touchent pas. C'était réservé à des cas très spécifiques. Oui, à des opérations publiques. La loi généralise cette possibilité. Ça veut dire qu'un aménageur pourrait par exemple réhabiliter un petit immeuble ici, construire quelques maisons là-bas et créer un espace vert un peu plus loin, le tout dans un seul et même permis, comme une seule opération. Exactement, mais à condition de respecter 3 conditions très strictes. Lesquelles? Il faut un demandeur unique. Le projet doit former un ensemble cohérent. On ne peut pas juste regrouper des opérations sans lien entre elles. Et il doit y avoir une unité architecturale et paysagère. D'accord. C'est un outil de souplesse mais encadré. C'est ça. Un détail important. Le seuil de surface qui déclenche le recours obligatoire à un architecte est calculé sur la totalité du projet, pas terrain par terrain. On a donc plus de souplesse pour concevoir les projets. Mais l'une des plus grandes angoisses pour un promoteur, ou même un particulier, ce n'est pas tant la complexité du projet, c'est la peur que les règles du jeu changent en plein milieu de la partie. C'est le cœur du problème de l'insécurité juridique. Et l'article 23 s'y attaque frontalement, avec un principe qu'on appelle la cristallisation des règles. Cristallisation des règles. C'est une mesure très attendue. Elle établit un bouclier de 3 ans. Une fois que vous avez obtenu votre permis de construire initial, si vous demandez un permis modificatif dans les 3 ans, l'administration ne pourra pas vous opposer les nouvelles règles d'urbanisme qui seraient apparues entre-temps. Donc, concrètement, si la mairie change son PLU et interdit les toits-terrasses 6 mois après que j'ai obtenu mon permis pour une maison avec un toit plat, mais je peux quand même demander une modification pour agrandir ma terrasse sans qu'on me dise « Ah non, maintenant c'est interdit ». C'est exactement ça. Votre projet est protégé des changements de PLU pendant cette période. Ça sécurise son équilibre économique, sa faisabilité. Il y a des exceptions, j'imagine. La seule exception, et elle est logique, c'est si les nouvelles règles visent à préserver la sécurité ou la salubrité publique. Là, elles s'appliquent immédiatement. C'est une garantie forte. Dans un autre registre de flexibilité, la loi s'intéresse à un cas plus rare, les permis précaires. Oui, un permis précaire est une autorisation pour une construction temporaire qu'on doit obligatoirement démonter à la fin d'un délai fixé. Comme pour des installations de chantier, des structures pour des événements. Exactement. Le souci, c'est que jusqu'à présent, ce délai était gravé dans le marbre. Impossible de le prolonger. L'article 24 introduit du bon sens. Il autorise la mairie à proroger le délai si les raisons qui justifiaient ce caractère temporaire sont toujours valables. On pense aux installations pour de grands événements comme les Jeux Olympiques ou des structures temporaires le temps d'un chantier qui prend du retard. Oui, ça apporte une souplesse bienvenue pour s'adapter aux imprévus. On a sécurisé le permis, on a assoupli les règles, mais il reste le dernier obstacle souvent le plus redouté, le recours. Le recours d'un voisin, d'une association. Le nerf de la guerre. On y arrive. L'article 26 est un gros morceau qui semble vouloir changer les choses en profondeur. C'est un article qui joue sur 2 tableaux.
D'un côté, il durcit très nettement le ton contre ceux qui construisent illégalement, et de l'autre, il réforme la procédure pour que les recours légitimes soient traités plus vite. Commençons par le volet répressif. Les sanctions sont visiblement renforcées. Renforcer est un faible mot. On assiste à un vrai changement d'échelle. Une nouvelle amende de 30 000 € est créée. 30 000 €. L'astreinte journalière, c'est la pénalité par jour de retard pour démolir ou se mettre en conformité. Elle double, elle passe de 500 à 1 000 €. D'accord. Et le plafond total de cette astreinte est carrément quadruplé. Il passe de 25 000 à 100 000 €. 100 000 €, c'est énorme. On vise qui, là? Le particulier qui a monté une cabane de jardin un peu trop grande, ou on parle plutôt des professionnels qui jouent avec les règles? Clairement, l'échelle de la sanction vise les infractions les plus significatives et les plus volontaires. L'idée est de rendre le non-respect des règles économiquement dissuasif, ce qui n'était pas toujours le cas. Le message est clair. Construire illégalement doit coûter bien plus cher que de respecter la loi. C'est le message. Le message est reçu. Passons à l'autre volet, celui qui vise à accélérer les procédures quand un recours est déposé. Ici, la loi s'attaque à plusieurs points de friction qui allongeaient les délais. Premièrement, elle encadre l'administration. C'est-à-dire? Imaginez, vous attaquez un refus de permis. Juste avant l'audience, l'administration sort un nouvel argument de son chapeau, ce qui oblige à tout réexaminer et donc ça retarde le jugement. La fameuse tactique de l'argument de dernière minute. Exactement, c'est fini. Désormais, l'administration aura 2 mois après le dépôt du recours pour présenter tous ses arguments. Passé ce délai, elle ne pourra plus en ajouter. On fixe donc le cadre du débat judiciaire dès le début. Et la deuxième mesure... La deuxième mesure rétablit un équilibre. Quand un permis était accordé et attaqué en référé, le juge devait considérer qu'il y avait une présomption d'urgence et statuer très vite. Oui. Mais quand un permis était refusé et que le porteur de projet attaquait, cette présomption n'existait pas. La loi l'instaure. Ah, donc que l'on attaque un permis accordé ou un permis refusé, le juge devra considérer que la situation est urgente et se prononcer plus rapidement. C'est ça. Et la dernière mesure de cet article est peut-être la plus radicale, elle touche au recours gracieux, cette démarche amiable auprès de la mairie. C'est une mesure très forte, en effet. Jusqu'à présent, quand on déposait un recours gracieux, cela suspendait le délai de 2 mois pour aller devant le juge administratif. D'accord, donc on pouvait attendre la réponse de la mairie, parfois des mois. Voilà. La loi change tout. Le délai pour faire ce recours gracieux est réduit à 1 mois. Et surtout, il ne suspend plus le délai pour saisir le juge. Les 2 délais courent en parallèle. Ça met une sacrée pression, hein. Est-ce qu'on ne risque pas de judiciariser tous les conflits d'emblée au lieu de prendre le temps de chercher une solution à l'amiable avec la mairie? C'est le risque, c'est vrai, mais l'objectif affiché est de mettre fin à une pratique où le recours gracieux était parfois utilisé comme une manœuvre dilatoire pour gagner du temps. D'accord. Désormais, si on veut contester, il faudra se décider vite et engager les 2 procédures en même temps. Le but est d'accélérer l'arrivée du dossier devant le juge. Pour finir, la loi s'attaque à un autre casse-tête bien connu des propriétaires IMO, les emplacements réservés. Ah oui, les emplacements réservés. C'est un terrain qu'une collectivité identifie dans son PLU en se disant « Un jour, peut-être, je l'achèterai pour y faire une école, une route, un parc. » D'accord. Le problème, c'est quand la collectivité change d'avis des années plus tard. Pour libérer le terrain et rendre aux propriétaires son plein droit de construire, la procédure était longue et complexe. On imagine la situation, on hérite du terrain de ses grands-parents en plein centre-ville, un bien de grande valeur, mais impossible d'y toucher. C'est exactement ça. On ne peut ni construire, ni le vendre à un bon prix, parce que la mairie pense qu'elle y construira peut-être une crèche dans 10 ans. Cette mesure met fin à ce genre de situation absurde. Précisément. Désormais, si la collectivité informe le propriétaire qu'elle renonce à son projet d'acquisition, l'emplacement réservé est levé automatiquement. Ah, Plus besoin de lancer une procédure de modification du PLU, c'est beaucoup plus simple pour les mairies et surtout ça redonne bien plus vite leurs droits aux propriétaires qui voyaient leurs biens gelés parfois pendant des décennies. si on fait le bilan, cette loi de simplification semble donc naviguer entre plusieurs objectifs. Donner plus de flexibilité pour adapter la ville, offrir plus de sécurité juridique à ceux qui veulent construire, et enfin rendre les procédures de contentieux à la fois plus rapides et plus strictes. C'est une très bonne synthèse. On sent une volonté très nette de déverrouiller des situations, que ce soit pour la rénovation de bâtiments anciens, l'évolution des zones pavillonnaires ou la gestion des permis de construire. L'équilibre est ajusté, en quelque sorte. Oui, l'équilibre toujours délicat entre le droit de construire et le droit au recours, qui est un droit constitutionnel, il faut le rappeler, est clairement ajusté. La loi cherche à rendre le parcours du combattant un peu moins semé d'embûches.
La promesse initiale, c'était la simplification. Mais en écoutant tous ces détails de nouvelles dérogations, des conditions spécifiques pour chaque cas, des délais ajustés au mois près, une question se pose. Mhm. Est-ce que cette accumulation de mesures spécifiques simplifie vraiment le droit de l'urbanisme ou est-ce qu'elle ne rend pas simplement sa maîtrise encore plus pointue, transformant le champ de bataille de la construction en un terrain où seuls les experts les mieux armés peuvent vraiment s'y retrouver? C'est une réflexion à garder en tête pour voir les effets de cette loi sur le long terme.